Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Daniel Castronovo, qui est admin 6 chez Usign. Salut Daniel, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bonjour Xavier, donc j'ai 11 ans d'expérience en tant que Ops dans plusieurs grands groupes et aujourd'hui je suis dans une scale-up qui s'appelle Usign, spécialiste de la signature électronique. Moi ce qui m'intéresse beaucoup dans ton expérience chez Usign notamment, c'est que Usign c'est une startup qui est en période de forte croissance. Vous avez levé 30 millions pour justement accélérer cette croissance. Et donc, tu me disais que ça fait 1 an et demi que tu travailles là-bas et que quand vous étiez arrivé, quand tu es arrivé, vous étiez 80. Maintenant, vous êtes 160, donc c'est x2. Et puis, l'objectif, c'est d'arriver à 250 avant la fin de l'année. Et évidemment, t'es aussi sur ce podcast-là parce que vous êtes en remote. Toute partie, tu nous expliqueras peut-être un peu plus en détail. Mais l'idée, c'est quand même de recruter autant de personnes aussi vite et de le faire sur des modes de travail qui sont des modes de travail remote, full remote ou hybride. Pareil, tu nous expliqueras un peu plus. Et donc c'est hyper intéressant de voir comment est-ce que vous arrivez à avaler tout ce flux nouveau, comment est-ce que vous arrivez à garder la culture, comment est-ce que vous arrivez à onboarder aussi les nouveaux. Et donc c'est vraiment ce qu'on va développer aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être pour commencer nous parler un peu de ton recrutement à toi, comment est-ce que tu as été recruté, et puis après on ira voir un petit peu comment est-ce que tu recrutes des nouveaux. Alors moi j'ai été recruté en moins d'1 semaine, c'est-à-dire entre le début des entretiens jusqu'à la proposition de contrat que j'ai signé à travers Usign. Ça aide. Ouais. Donc j'ai eu 2 entretiens, j'ai eu un entretien technique, j'ai eu un entretien managérial avec mon manager actuel et j'ai évidemment, j'en parle pas mais c'est toujours le cas, un entretien avec un TAM, donc un spécialiste du recrutement. Tout ça c'est fait très très vite en 1 semaine, comme je te l'ai dit. On peut parler juste de l'étape d'après qui est les premiers jours d'onboarding. Attends, sur le recrutement, c'était tout via Zoom ou enfin en vidéoconférence quoi, c'est ça ? Effectivement, en termes du coup de recrutement, tout s'est fait en ligne. Je ne me suis absolument pas déplacé, évidemment. Donc tout s'est fait en visioconférence. La proposition commerciale, comme je l'ai dit, en termes de signature de contrat, c'est fait en ligne aussi. Donc ça, ça enlève les freins, on va dire, notamment côté salarié, futur salarié, de se poser des questions sur l'attente justement d'un contrat, parce que souvent c'est ce qui fait défaut. Et ici, on a essayé de l'endiguer de cette manière-là. Ok, donc 3 entretiens en ligne en l'espace d'1 semaine et hop t'as ta proposition, ton contrat quoi. Donc c'est hyper rapide en fait. Oui, bah c'est le but. Le but c'est qu'on essaye de recruter des candidats qui soient motivés et donc la motivation passe aussi par une signature de contrat rapide parce qu'elle se fait en toute transparence, c'est-à-dire que on a le pré-contrat évidemment qui est envoyé et on discute très très rapidement en fait des différentes modalités du contrat, les périodes d'essai, le salaire. On nous fait une proposition en termes de salaire par rapport à notre expérience. Bien sûr, ça c'est négociable, mais ça se fait très très vite. La signature, elle se fait de façon très naturelle. Ok, et toi c'est ton premier travail en tant que full remote ou est-ce que tu avais Alors bossé en non. full remote avant ? Ouais, j'avais déjà Ok. bossé en full remote. J'ai été freelance pendant 3 ans, donc je faisais que du full remote quasiment. Ok. Moi, j'ai vécu ça d'une autre façon, c'est-à-dire que dès lors qu'on est freelance, essentiellement on travaille avec une multitude de clients. Moi, c'était mon cas, je faisais l'audit du conseil et la réalisation. Ok. Mais dans le cadre d'un travail salarié, c'est totalement différent parce qu'on travaille très souvent avec beaucoup plus de personnes, beaucoup plus d'équipes. Et j'allais dire le délai de réponse, il se doit d'être quasiment synchrone tout le temps. C'est un peu l'objectif. Ok. Ok. Et alors comment est-ce que toi t'as vécu ce recrutement en tant que
en tant que futur employé ou qu'employé? Comment est-ce que t'as et peut-être aussi est-ce que tu peux nous parler du post-entretien et les premiers jours? Comment est-ce que toi t'as vécu ça? Moi, j'ai été onboardé avec mon matériel, déjà qui m'a été envoyé à la maison, que j'ai pu sélectionner en amont. Donc, moi, c'était sur un poste PC Linux traditionnel, avec des écrans. J'ai eu un budget évidemment aussi pour m'équiper en termes de chaises, de bureaux, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Moi, je l'ai très bien Ok. vécu. C'est assez rare, donc on peut le souligner. Ouais. Juste après ça, en fait, cette réception de matériel se fait. On est onboardé sur la partie métier. Cet onboarding métier, en fait, il dure une semaine. Ça peut paraître long, mais en fait, ça passe très très vite. Chez nous, on a grossièrement à l'époque une douzaine d'équipes. Et sur cette douzaine d'équipes, il y a une présentation qui est faite, des slides tout simplement. Le manager discute de son périmètre, de la taille de son équipe, de son contexte, de ses chantiers à venir sur l'année. Donc on a une vue de pseudo roadmap qui est faite et on a tous les liens vers l'espace documentaire de cette équipe-là à chaque fois. Donc nous on est sur Notion, donc il y a les liens à chaque fois qui pointent vers ces homepages Notion. Donc ça c'est très cool et ça permet de briser. Ouais. Ça veut dire que ta première semaine, en fait, c'est les managers de chaque équipe qui viennent te présenter leur travail au jour le jour et puis le futur de YouSign dans les différents services, quoi. Ça c'est Tout à intéressant fait. parce qu'en fait, en une semaine, tu as une vue Ouais. d'ensemble de la boîte, quoi. Ah oui, et en plus, encore plus, j'allais dire, chez nous, on est spécificité, c'est qu'on est de la legal tech, donc on a même un vernis, petit vernis, sur les aspects légaux. Qu'est-ce qu'une signature Ouais. électronique? Quels sont les types de signatures électroniques? Et on va même sur l'aspect fonctionnel. Donc on a une démonstration qui se fait en live. Ça c'est plutôt très intéressant aussi, parce qu'on connaît pas forcément tous l'application. Euh, et donc ça permet de vraiment de rentrer dans le domaine assez précis en fait de la signature électronique. Et maintenant on va de là de la signature électronique, mais on n'en parle pas pour l'instant. Et du coup, c'est le manager de chaque équipe qui fait ça? Parce que Oui, là, je me dis que si tu veux recruter 100 personnes en un an, mmh, ça veut dire que un jour sur deux, t'as le manager enfin, t'as tous les managers de toutes les équipes qui fait une petite présentation au nouveau, quoi. C'est ça? mmh. Alors en fait ça se fait par session. D'accord. J'en ai pas Ok. parlé, mais on fait des lotissages. Moi, quand je suis arrivé, on était 7 de mémoire, et la plupart du temps, sur les derniers mois, on onboard 10 personnes par mois. Ça Ok. se fait, ça se fait de cette façon-là. Évidemment, le but du jeu, c'est de processer un maximum, mais Ouais. d'être dans des fenêtres d'apprentissage assez intéressantes, donc ne pas dépasser les 12. Ça, c'est vraiment ce qu'on voit. C'est très intéressant de pas aller au-delà. Et des petits groupes de 2 ou 3, c'est assez compliqué aussi à onboarder, donc on essaye plutôt de les regrouper. Et ça veut dire que tout le monde est recruté en même temps? C'est-à-dire que d'un point de vue pratico-pratique, les 12 personnes sont recrutées le 1er janvier, comme ça on sait que le 2 c'est manager Intel, le 3, ok. Tout à fait, tout à fait. Et donc du coup, on a processé ça sur la partie même création des comptes. Donc on a une personne chez nous qui est un IT manager. Il crée les comptes en amont. Le but du jeu, c'est d'être efficace, c'est-à-dire que la personne elle démarre son PC, elle a rien. Il y a la présentation qui est faite, évidemment, de tout ce qui est métier. Et juste derrière, il y a ce qu'on appelle la device session, dans laquelle on configure son poste avec lui. On lui explique comment on le configure. On va un petit peu plus loin sur l'aspect technique aussi à ce moment-là. On lui fait même quelque chose d'assez précis chez nous, vu qu'on fait de la signature électronique, qu'on est réglementé EIDAS, on fait passer les MOOC de l'ANSSI. Donc c'est des formations en ligne qui permettent à la personne de s'acculturer sur des domaines divers et variés. Ça va être sur du phishing, sur la compromission de données, etc. Pour lui donner un tout petit vernis. Et juste après ça, on a encore un autre vernis qui est fait par notre CISO, donc le RSSI entre guillemets, qui refait un récap sur la partie sécurité et réglementation. Ouais, donc l'onboarding métier, il est quand même hyper important, quoi. Et l'acculturation à tout ce qui est légal, plus l'onboarding métier, il dure. Ok, ça c'est pour la première semaine. Et après, j'imagine que tu as un onboarding plus en relation avec ton corps de métier, donc tech pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'onboarding tech? Tout à fait. Alors, il est vraiment différent en fonction des équipes. Entre guillemets, il est le même pour la plupart des développeurs.
que ce soit des backs ou des fronts. Mais moi, dans mon cas, vu que je suis SRI, j'ai un onboarding qui est spécifique. Il va au-delà évidemment des périmètres que l'on connaît des développeurs. Donc on va énormément sur la partie infrastructure. Ouais. C'est pour ça qu'on préfère, on va dire, euh, dire que ça dure, on va dire, 6 mois, un onboarding. En tout cas, chez les séries, chez les développeurs, c'est moins le cas. On peut parler de 3 à 6 mois, sachant que nos développeurs participent aussi activement au run. Hein. Et du coup, c'est étape par étape l'onboarding, c'est-à-dire que si tu as 10 compétences à acquérir, tu acquéris la première, et puis une fois que la première est validée, tu passes à la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne? Alors, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt du parallèle, avec des niveaux de compétences différents. Typiquement, je vais donner un exemple euh, très parlant. On veut créer un accès sur tel ou tel outil. La personne va savoir créer l'accès très bien, elle va savoir le contrôler très bien, et juste derrière, elle va pouvoir l'automatiser. Ça, c'est par exemple une compétence parmi tant d'autres. On fait une checklist. Dès que les compétences sont acquises, on les coche. Il y a la visa évidemment du collaborateur, donc lui il peut double checker, se dire est-ce que c'est bon ou est-ce qu'on a besoin d'un peu plus de temps pour aller un petit peu plus loin. On met en place énormément de guidelines sur Notion, on a des milliers de pages en fait qui sont créées, on en a créé énormément et le but du jeu c'est d'accompagner le développeur, d'accompagner le SRI, d'accompagner tout un tas d'autres métiers, j'en ai pas parlé mais on a aussi une équipe QA, une équipe data, une équipe de growth, etc. Donc toutes ces personnes-là ont des métiers différents, malgré tout ils font un certain vernis commun, des certaines valeurs, même techniques, sur comment on fait des commits, comment on fait des MR, comment on push en prod. Pour vous donner un petit peu une petite idée là-dessus, on push 2 fois en prod, donc ça peut sembler assez peu, mais en fait ça implique énormément d'automatisation. Et donc pour ce faire, il faut que la personne elle maîtrise un certain nombre d'outils. Je peux donner quelques chiffres. Chez nous, la personne qui arrive en tant que développeur, elle doit grossièrement maîtriser une quinzaine d'outils, ne serait-ce que pour le run. Ok. Ça va être de l'observabilité, de la performance, ça va être de la gestion de tickets, ça peut aller sur tout un tas d'outils annexes pour la segmentation client, etc. Donc voilà, ça peut être assez costaud. Et donc pour ce faire, on fait de l'onboarding vidéo, on essaie de le faire de plus en plus. Le contenu écrit c'est bien, mais la vidéo c'est encore mieux. La personne elle peut avancer, elle peut faire de l'avance rapide Ouais. dessus. C'est assez time daté, donc c'est assez intéressant. Et je finis par ça, en termes d'onboarding, on fait de plus en plus des créations de petits projets pour que la personne puisse monter en compétence elle-même. Elle clone le projet et derrière, elle est autonome. Elle peut se dire, ben, je sais pas comment faire tel ou tel item. J'essaie de me documenter à la documentation et j'itère jusqu'à y arriver. Et en fait, ça permet de faire de l'apprentissage à son rythme, de faire vraiment de l'auto-formation, même si on est guidé. Et juste le point juste derrière, c'est juste un petit parallèle, mais il est assez intéressant. De plus en plus, on va fournir à nos collaborateurs des plateformes pour s'auto-former de manière plus professionnelle avec Udemy ou d'autres plateformes. Ok. On va le faire dans les mois à venir pour, pour donner un appui, un complément à ces ressources-là. Parce qu'on peut pas évidemment onboarder une personne, je vais dire une bêtise sur Docker. Alors, on va pas passer 15 heures de vidéo. On va évidemment lui donner du contenu, on va la laisser avancer, etc. Mais c'est toujours assez intéressant d'avoir des domaines, on va dire, dans lesquels on peut avancer plus, obtenir des informations plus précises. Et pour éviter de la personne de rechercher toutes les ressources nécessaires sur Stack Overflow, c'est assez bien de le guider à travers des contenus en Ok. auto-formation. Parce que moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, il y a plein de choses, mais j'ai l'impression que vous avez une forte propension à tout documenter, et que vous avez l'air d'avoir un Notion qui est complètement, juste avec les deux mots que tu m'as dit, moi, il me fait un peu peur ton Notion. J'ai l'impression qu'il est très énorme. Non, 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 il fait pas peur. Il fait pas peur. Je vais peut-être expliquer pourquoi. On utilise plein de méthodologies sur Notion. Pour ceux qui ne connaissent pas, on peut faire ce qu'on appelle des databases. Ouais. Et en fait, avec ces sources de données-là, on peut représenter une information très très simplement. Et nous, ce qu'on aime bien faire, c'est des pages d'en-tête. C'est de se dire, ben, comment on fait la performance chez Usign. On a un truc de A à Z qui explique comment on fait la performance chez Usign. Ça commence par déjà créer le plan de performance, ça crée
tous les scénarios techniques, etc. Enfin, tout ce genre d'opération, en fait, elle est largement documentée sans aller dans l'over-engineering en termes de ressources documentaires. C'est vraiment de donner des guides. Ok. Et en fonction Ok. du niveau de compétence, on drill down, c'est-à-dire on rentre dans un niveau de précision plus important. Et tu as accès à tout? Est-ce que c'est transparent à travers tout YouSign ou est-ce que celui qui bosse au marketing, il a pas le droit d'aller voir ce que fait les ops ou les devs? Alors nous, chez Usain, il y a une vraie valeur. Je vais rentrer un peu plus dans les détails, mais c'est, j'allais dire, l'ultra transparence au niveau des salaires, au niveau de l'accès à la donnée. Aujourd'hui, n'importe qui chez Usain peut regarder du coup l'état du MRR, des données financières, etc., des données de segmentation. Voilà, on encourage vraiment ça euh, pour acculturer les personnes un maximum. Pour entrer dans les détails, c'est toujours intéressant d'avoir des fois des personnes qui viennent pas du métier précis, mais qui ont quand même une certaine appétence pour certaines données, par exemple. Ils sont très au fait de certaines veilles, etc. Et on a tout un espace dédié d'ailleurs sous Slack pour échanger sur la veille technique, sur la veille organisationnelle, etc. Et ça permet vraiment à tout le monde d'échanger en permanence en fait sur ces domaines-là. Ça, c'est vachement intéressant parce que ce qu'on entend beaucoup sur ce podcast, avec tous les intervenants que j'ai eus, je pense que le point commun ou le fil rouge du podcast, c'est toujours la confiance qu'il y a entre les employés et les employeurs, dans les deux sens d'ailleurs, pour pouvoir avoir un travail en full remote. Parce que du coup, tu travailles avec des gens que tu connais pas, que tu peux pas, que tu peux pas manager au sens micromanagement, et donc la confiance est hyper importante. Et du coup, j'imagine que si tu vas un peu plus loin, tu dis assez facilement que la transparence fait partie du truc aussi. Et puis, alors je sais pas comment toi tu le vois, mais moi je sais que je serais très heureux dans une boîte où à l'époque où j'étais dev, j'aurais été très heureux d'avoir peut-être un aperçu des finances, de comment se passent les sales, le marketing et tout ça. Je trouve que c'est hyper intéressant en tant que personne tech d'avoir une vision un peu métier, de comprendre les enjeux, pardon, de comprendre les enjeux, pas juste être sur ton petit truc avec tes déploiements Docker, quoi. Tout à fait. Nous, on a des cérémonies pour ça. En fait, on a un point tous les lundis à 14 heures où on a quelques chiffres qui nous sont remontés. Euh, c'est plus facilitant, on va dire, comme type de communication. Il y a des use cases clients aussi. Typiquement, ben, on a gagné un nouveau client, etc. Il a un use case spécifique. Donc, ça permet de faire le lien entre le produit et la tech tout le temps. On Ok. a une présentation des chiffres par la data aussi. Et derrière, on a des use cases. Typiquement, on a un nouveau produit, etc. On va en discuter. Il y aura une page Notion qui va être créée, une vidéo qui a été faite. Et donc, la personne en asynchrone, elle peut très bien y accéder aussi. Et ça permet en fait de garder vraiment un lien. En gros, on peut pas se dire, comme tu le disais tout à l'heure, on est entre guillemets un dev qui fait que coder toute sa journée. C'est vraiment pas le cas. En fait, on est en lien Ok. constant avec tout un tas d'équipes. Ça peut être de la data, l'équipe care, etc. Est-ce que tu peux me dire un peu plus de précision me donner un peu plus de précision sur les vidéos? Est-ce que par exemple toi dans ton métier de tous les jours, t'es amené à faire des vidéos pour onboarder les nouveaux par exemple? Oui, 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 tout Et, à fait. et du coup comment tu les fais? Je veux dire techniquement, est-ce que t'as été formé à le faire? Est-ce que t'as des outils pour le faire? Comment tu fais ça? Alors, ben, on a tout un tas d'outils. Le premier outil, ça peut être très simple, c'est juste un Google Meet sur lequel on se recorde, dans Ok. lequel après on déroule un petit scénario, un scénario qui en général nous est largement proposé par des personnes qui sont meilleures que nous sur ça, représenter la donnée, etc. C'est très important pour acquérir une compétence. Si cette donnée est esthétique, c'est encore mieux. Et Ouais. donc effectivement, on est aidé là-dessus. Et moi, de manière très personnelle, effectivement, je crée pas mal de contenu autour de la vidéo et essentiellement aussi autour de Notion. Et donc dans Notion, comme tu le sais, on peut inclure de la vidéo aussi très facilement. On est très fan aussi de Loom pour partager son écran, parler en même temps, Ouais. faire des présentations. Ouais. Et ça, on le fait très très souvent. Et qui plus est, on le fait avec nos clients aussi. Et ça, c'est très cool aussi.
Ok. Alors, il y a un truc qui me trotte dans la tête en te parlant, c'est que vous faites beaucoup de documentation, vous autonomisez beaucoup les salariés et les nouveaux en onboardant. Et en même temps, tu me disais tout à l'heure que, contrairement à ton quotidien de freelance, là, en tant que salarié, tu devais être très réactif et en synchrone beaucoup. Mm. Euh, est-ce que, est-ce que l'asynchrone, c'est quelque chose que vous avez essayé ou c'est juste pas possible? Parce que Alors, j'ai l'impression que d'un côté, ça pourrait être jouable en fait. oui, en fait, ça dépend les métiers. Je vais peut-être le préciser. Nous, en tant que SRI, on est très très peu asynchrone. C'est-à-dire que notre cœur de métier, c'est quand même la gestion des incidents, la performance, etc., comme je l'ai indiqué. Même si on fait beaucoup de Ouais. builds, quand même, euh, on a des créneaux. Et donc, en fait, chacun est de run pendant une semaine, et ce qui permet aux autres personnes de faire un petit peu plus d'asynchronisme. Ok, ok. Donc en fait, vous pouvez faire un peu d'asynchronisme, mais évidemment, quand tu fais de la prod et quand tu es admin 6, c'est un peu plus compliqué. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse la veille, c'est sûr. Alors pour revenir un peu sur l'onboarding, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment est-ce que, parce que du coup tu m'as bien expliqué la méthodologie d'onboarding, on va dire assez globale sur la boîte, et puis ensuite technique. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur peut-être les objectifs? Comment est-ce que vous arrivez peut-être à vous acculturer, à vous approprier ou à faire approprier aux nouveaux venus les objectifs de la boîte? Comment est-ce que ça se passe chez vous? Dans le cas de l'onboarding, on nous présente les OKR de l'entreprise, mais on nous présente aussi les OKR de chacune des équipes. Et le fait de connaître les OKR, ça permet de savoir sur quoi les gens vont travailler. Et ça, c'est très important. Tout à l'heure, on a parlé de OKR, transparence. c'est objectif, hein. C'est ça, tout à fait. Donc, chez nous, c'est des objectifs par quarter. Le but du jeu, c'est d'en réaliser. C'est pas juste de créer des OKR et de se dire, ben, c'est bien si on en réalise 10%. Non, le but, c'est vraiment de les réaliser tous. Évidemment, personne aujourd'hui ne peut se targuer d'y réussir tout le temps. Mais en tout cas, c'est notre objectif. Ok, et donc tu m'as beaucoup parlé de Notion et aussi de vidéo pour faire de la doc. Tu me parlais aussi de Slack et tu m'as dit aussi que tu travaillais beaucoup avec Discord. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que ça s'articule? Pourquoi est-ce que vous étiez Slack et Discord déjà, qui ont l'air d'être un peu la même chose de mon point de vue? Et comment est-ce que vous articulez ça peut-être au quotidien? Ouais. C'est intéressant. Ah, alors sur Slack, on a en gros une cinquantaine de channels actifs. Ces channels-là sont quasiment tous publics, c'est-à-dire que n'importe qui dans l'entreprise peut les consulter. Les personnes s'abonnent ou pas en termes de notifications. Il y a des channels par équipe, il y a des channels par objectif, typiquement pour suivre les OKR, c'est assez intéressant. Il y a des channels évidemment en relation avec le run, des channels en relation avec l'onboarding, etc. Donc ça, c'est vraiment pour de l'asynchronisme et sur certains cas du synchronisme aussi. Et Discord, il est vraiment pour le day-to-day. La plupart des personnes chez nous, essentiellement encore plus dans la tech et dans le care, des sales, etc., se connectent sur Discord tout le temps. Et on est quasiment connecté en permanence sur Discord. Bien sûr, on se mute ou pas, en fonction qu'on soit en réunion ou pas. Qu'on ait tout simplement envie d'avoir des périodes de focus. C'est très important aussi de pouvoir se focus dans la journée. C'est extrêmement important. On fait des daily aussi. Donc voilà, en fait, on s'articule comme ça. On a essentiellement, on va dire, 80% de Discord avec du synchronisme total. Du partage d'écran, on fait beaucoup de peer review, on partage énormément notre contenu, on demande énormément d'aide quand c'est nécessaire. Le but du jeu, voilà, c'est d'enlever un petit peu l'impediment, d'enlever les problématiques dès qu'elles se créent, pour pouvoir après avancer. En fait, le Discord, il a remplacé un peu le téléphone, quoi. C'est-à-dire que tu fais des conf calls rapidement avec les personnes tout de suite. Ok. Tout à Là où fait. Slack c'est plus compliqué, Ouais. Discord ça permet d'avoir des channels audio où c'est très facile. Mais du coup, en parlant d'onboarding toujours, c'est-à-dire que les nouveaux aussi sont onboardés, tu vas les emmener, on va dire, dans chaque channel audio en disant salut, c'est le nouveau. C'est ça. Alors oui, on a ça, on a évidemment ça. On a même un truc tout simple, c'est que dès qu'on onboard les personnes lors du team meeting, en fait, elles se présentent chez nous avec leur passif. Ce qu'elles font aujourd'hui, c'est Usign. Ok. Et il y a une autre initiative aussi qui a lieu depuis quelques mois maintenant.
on fait des coffee breaks, et ces coffee breaks permettent à tout un chacun de discuter avec des personnes de manière aléatoire, en visio, en petits groupes, 3 ou 5 personnes. Ça, chez nous, ça se fait le vendredi aux alentours de 10 heures. Et donc ça permet évidemment de briser la glace, de discuter avec des personnes avec qui on n'a pas l'habitude de discuter. Sachant qu'on est très fan là aussi de ressources documentaires, et donc on a une sorte de cartographie des membres de YouSign. On peut savoir où c'est qu'elles se trouvent sur la carte. J'en ai pas parlé, mais on a plus d'un tiers des personnes qui sont chez nous, qui sont en full remote, un tiers à Paris, un tiers à Caen. Et donc du coup, c'est assez important pour nous de créer du lien, sachant qu'on n'en a pas parlé aussi, mais on fait des team meetings en présentiel, en général très extraordinaires, 2 à 3 fois par an. Voilà, pour sur des temps assez longs, ça peut être du 2 ou 3 jours, pour vraiment discuter avec des personnes qu'on n'a pas forcément l'habitude de discuter, mais aussi de briser la glace de manière un petit peu plus ludique. On a pas mal de jeux autour de ça en général, et on fait des team meetings en petit comité aussi tous les 2-3 mois. Et ça, c'est très important aussi au sein d'une équipe de se voir, parce que tu en as déjà parlé dans tes différents podcasts, en tout cas tes intervenants en ont parlé largement. Il y a le non-verbal aussi, et donc sur de la visio, essentiellement on voit que la tête, et le reste on le voit pas. Et ça d'ailleurs, on pourrait faire même le lien avec le processus de recrutement, etc., où c'est très important aussi de savoir comment la personne se porte, dans le sens où est-ce que son intonation de voix transparaît quelques faiblesses en termes d'élocution, etc. Si oui, comment on apprécie ses soft skills. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui interviennent finalement autour de la voix et de l'audio, et c'est très important pour nous que la personne se sente à l'aise. Donc vis-à-vis du processus d'onboarding et de recrutement, dès lors qu'on sent une difficulté, on essaye de corriger la chose, on va dire, au plus vite, hein. C'est l'objectif. Et alors, une question peut-être un peu plus générale. Est-ce que toi, tu as choisi YouSign en partie parce qu'ils étaient en full remote, et dans les gens que tu recrutes ou que tu vois arriver dans l'entreprise, est-ce que la possibilité de faire du full remote est quelque chose de très attractif ou pas du tout? Alors pour moi, je vais répondre très brièvement. Oui, c'est très important pour moi d'avoir accès du coup à du full remote. J'ai choisi Usain, mais pas que pour ça évidemment. Le produit je le connaissais déjà un petit peu avant. Il y a les présentations de l'équipe, justement les processus d'onboarding, etc., qui m'ont été présentés lors de mon entretien, qui m'ont permis d'avoir une certaine vision. Je me sentais déjà rassuré. Et ensuite, pour répondre à la deuxième question, c'est très simple. Aujourd'hui, dans les entretiens, en tout cas, que l'on mène avec mes collègues, on a mené 25 cette année. À chaque fois, on pose la question, et effectivement, c'est un des critères les plus importants, on va dire, pour les personnes qui candidatent chez nous. Pas que, évidemment, mais c'est en très grosse partie ce qui fait qui candidatent chez nous et pas ailleurs. Ouais, c'est hyper intéressant ce retour d'expérience, parce que vous avez un processus d'onboarding avec des velléités de croissance qui est hyper complet. C'est vraiment super intéressant. D'ailleurs, j'étais en train de me dire en discutant avec toi, il faudra probablement que je te réinvite parce qu'il y a plein de choses dont on n'a pas parlé, et on est déjà à la fin de cet épisode. Je pose toujours les deux dernières questions qui sont toujours les mêmes. Je vais peut-être essayer de changer un petit peu la première. En général, je demande quel conseil tu donnerais à un junior qui veut se lancer en remote. Mais là, je vais peut-être changer un petit peu et je vais te demander, avec ton expérience chez YouSign, si tu avais en face de toi une entreprise qui veut se lancer en full remote, mais qui sait pas trop comment faire pour recruter des gens, qui a un peu peur de le faire en remote justement, quels sont les conseils que tu donnerais? Quels sont les deux, trois trucs à mettre en place tout de suite pour être sûr d'avoir un onboarding qui tient à peu près la route en attendant d'avoir toute la doc et tout ça? Quels sont les premiers conseils que tu donnerais? Alors déjà, de communiquer les valeurs de l'entreprise, ses objectifs à plus ou moins long terme, ça c'est tout de suite faisable. Déjà, ça rassure. En termes de support, si on n'a pas de ressources documentaires dans un premier temps, 2-3 slides, sincèrement, ça permet déjà de donner un certain niveau de connaissance.
Et moi, j'encouragerais à faire la présentation des équipes, quoi qu'il arrive. C'est extrêmement important. Et tu mettrais quoi dans les slides? Alors, je mettrais déjà les enjeux, les enjeux à venir dans l'année, très important selon moi, et la présentation du scope de chacune des équipes. Parce que très souvent, on arrive dans une entreprise et on ne sait pas qui fait quoi. Et donc du coup, on fait pas appel au bon interlocuteur. Et quand on est développeur ou quand on est SRI, c'est encore plus vrai. On est beaucoup en support avec énormément d'équipes transverses. Et c'est très important là aussi d'avoir vraiment un petit support. Voilà, en gros, se dire les points de contact sont les suivants. Le manager c'est un tel. Donc là, ça fait rappel avec l'organigramme en fait. Ça paraît assez simple aussi de dire ça en 2022. Ouais. Avoir un organigramme, c'est très simple à faire, c'est très peu coûteux, c'est à faire assez rapidement. Ouais, et puis comme ça, si le salarié est perdu, il sait qui contacter assez facilement. Ouais, ça fait un fil rouge en fait. Ouais. Bah écoute, Daniel, merci beaucoup pour ce podcast. C'était hyper intéressant, tous les modèles de recrutement. C'est quelque chose, encore une fois, dont on a parlé un petit peu en pointillé le long de tous les derniers podcasts. Et c'était intéressant d'aller un peu dans la profondeur avec toi sur comment est-ce qu'on fait pour recruter, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se demandent comment est-ce qu'on peut faire pour recruter quelqu'un de manière efficace, tout en étant en remote. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui osent pas passer le pas ou qui du coup retournent en présentiel pour recruter. Donc ouais, super intéressant. Où est-ce qu'on peut te contacter s'il y a des gens qui ont des questions ou qui veulent en savoir plus? Alors sur LinkedIn, faut vraiment pas hésiter. Pour toute question en relation avec Usign, vous pouvez toujours contacter n'importe quel collaborateur. Évidemment, pour les questions liées au podcast, vous me contactez moi, mais il faudra pas hésiter à contacter d'autres personnes. D'ailleurs, on n'a pas parlé, mais c'est un des points forts aussi, c'est de se dire, quand on essaye de recruter quelqu'un, avoir une vision manager et avoir une vision TAM, c'est bien aussi de la rendre un petit peu plus complémentaire avec une vision du métier et de l'équipe en question. Ouais. Ok. Bah écoute, je mettrai ton LinkedIn dans la description du podcast, et puis je pense qu'on se reverra dans ce podcast parce que j'ai encore plein de questions à te poser. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Xavier. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.